Dans cette longue histoire qu'est ma carrière en archéologie du Québec, j'ai pris ma retraite le 31 décembre 2015, ou si vous aimez mieux, j'étais retraité le 1er janvier 2016. Mais la vie ne s'arrêtait pas là, surtout ma vie d'archéologue. Et donc j'avais passé plus d'une dizaine d'années dans la région du lac Mégantic où j'ai été comblé avec la découverte du premier site avec des pointes à cannelure. Donc mon nom ne pourra pas être effacé facilement comme ayant été le premier à découvrir des pointes à cannelure au Québec. Au moment où je vous parle, des objets du site Clécherancourt se trouvent dans 3 expositions différentes. Donc, l'information circule à tous les niveaux là, pour le grand public. Et un jour, mais il y a eu des retards parce que, sans trop revenir en arrière, il y a eu une tragédie ferroviaire au lac Mégantic. Et ça s'est passé 2 semaines après une réunion que j'avais là-bas, dans l'édifice qui a passé en feu, l'édifice de la MRC, pour jeter les jalons là, ou les repères d'une mise en valeur du site Cléchancourt dans les années à suivre. Donc, il faut comprendre que tout a été retardé et on est encore loin de concrétiser ce projet-là. Mais un jour, je pense qu'il va y avoir un centre d'interprétation ou un endroit au lac Mégantic où les gens vont pouvoir voir la collection d'objets qui permet de dire que c'est un site vieux de 12 000 ans et peut-être même d'aller visiter le site. On n'y verra rien, sauf si on fait un aménagement particulier, ce qui est toujours possible. Mais ça entraîne des coûts, donc c'est des projets qui demandent un soutien financier important. Surtout que c'est une mise en valeur d'un site qui pourrait durer que les quelques mois de l'été. Difficile de penser que dans une région au bassin hydrographique quand même limité, qu'on puisse créer un centre d'interprétation ouvert à l'année. Alors donc, ce projet-là est loin d'être terminé, mais j'ai eu la chance d'avoir un étudiant, je dirais, aussi passionné que moi, mais qui a accepté depuis longtemps de faire ce que j'appelle de l'archéologie de fin de semaine. Donc, à l'occasion, on fait des projets, des tout petits projets, sans savoir ce que l'on va trouver, sans savoir où ça va nous mener, mais on a un petit peu de sous, on a toujours des appuis dans les régions. Donc, dans ce cas-ci, je parle d'Éric Graillon, qui est archéologue animateur au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et qui a toujours aimé faire du terrain. Et de fil en aiguille, il s'est rendu coupable de deux découvertes assez intéressantes. Donc, la première, c'est qu'il devait trouver un site pas très loin de Sherbrooke pour faire ce qu'ils appelaient en 2010 un camp d'archéologie pour les jeunes. Donc, on sait que dans les musées comme celui de Sherbrooke, on aime attirer et initier les jeunes à la science. Donc, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke n'est pas un musée dédié à l'archéologie, mais l'archéologie est une des sciences avec lesquelles on peut intéresser les jeunes. Donc, Éric, comme animateur et comme archéologue, donc, il a développé un projet sur un petit site qui s'appelle le site Gaudreau, à la confluence de la rivière Saint-François et au Saumon, où il a invité des jeunes à venir fouiller, à venir gratouiller. Et il y avait un endroit qui était considéré un peu perturbé. Donc, il faisait fouiller les enfants de 9 à 12 ans à peu près, des fois accompagnés de leurs parents, pour les initier à l'archéologie. C'est quoi la science archéologique? Comment on fouille? Comment on peut identifier un tesson de poterie, une pointe de projectile, etc. Et alors qu'il était là, il avait noté une terrasse juste un petit peu plus haute, 2 mètres plus haute, un petit peu en retrait de la rivière Saint-François. Puis il s'est dit, il doit y avoir des choses là, mais il y avait une bonne partie qui était très, très perturbée, pour ne pas dire totalement détruite.
Donc, il y avait un gros pin de Norvège là, qui était énorme. Fait qu'il dit, autour de ça, ça doit être relativement intact. Fait qu'il commence à fouiller, puis il trouve plein de choses, mais rien qui le surprend. Et comme beaucoup d'archéologues qui se posent la question, jusqu'à quelle profondeur il faut fouiller? Parce qu'on peut fouiller 10 cm, trouver des objets, puis au 13e, 15e centimètre, on n'a rien trouvé, puis on arrête de fouiller. Donc lui, comme tous les autres, il se posait la question, quand est-ce que j'arrête? Donc il y avait une belle couche noire, pleine d'artefacts, et il arrive à une couche de cailloutis, des petits cailloux, des moyens cailloux. Fait il se dit, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la couche stérile? Fait que là, il se dit, je vais aller voir en dessous. Fait que dans le puits où il était, il a enlevé les cailloux, puis là, il est tombé dans un beau limon, donc il avait vraiment l'air d'une couche stérile. Et là, souvent, on fouille par des niveaux arbitraires de 10 cm. Donc, à peu près 4 pouces. Fait qu'il se dit, il faut que je fasse un niveau arbitraire de 10 cm. Et une chance que les objets sont apparus au 5e, mais à partir de 5 cm dans ce qu'il considérait le stérile, il a commencé à trouver des éclats, donc des éclats de débitage. Et ce n'était pas juste des éclats, c'était une matière qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Sauf que ça ressemblait un peu à la fameuse rhyolite du New Hampshire qu'on avait au site Cliche-Rancourt au lac Mégantic. Fait qu'il m'appelle, il me dit, Claude, je pense que j'ai fait une bonne découverte, puis j'ai trouvé un fragment de pointe, puis un fragment de forêt, j'aimerais avoir ton opinion. Lui, il avait déjà fait la sienne. Alors, ça donne, j'étais dans la région, donc je passe par Whedon, là où se trouve le site Gaudreau, et puis je regarde ça, surtout la profondeur, c'était déjà un indice. Je lui dis, il faut que tu y retournes l'année prochaine. Est-ce que c'est prévu? Il me dit oui. Alors, donc il y avait des indices, puis là, il me demande si c'était de la rhyolite du New Hampshire, et j'étais d'accord avec lui. Si j'avais une identification à faire, ce serait cette provenance-là, mais on va demander au spécialiste Richard Boivert. Fait que plus tard dans la saison, on monte ça à Richard Boivert, il dit non, ça ne vient pas de ma région du New Hampshire. Fait que là, je dis à Eric, bonne chance l'année prochaine. Fait qu'il est retourné en 2011. Et puis, là, maintenant, à cause grâce plutôt aux appareils numériques, dès qu'il a trouvé la pointe du paléo-indien récent, il l'a photographié, me l'a envoyé. Puis là, il ne m'appelait pas Saint-Thomas, mais il m'avait trouvé trop prudent l'année précédente. Fait que, il me dit, Claude, ça te convainc? Est-ce que ça te convainc? Ça? Fait que là, je regarde la pièce, puis j'ai dit, jusqu'à quelle heure tu es sur le site aujourd'hui? Mais je ne pouvais pas y aller. Mais en fait, il m'a attendu. Fait que là, sur le lendemain, je suis passé, puis dans les 2 journées qui restaient à leur fouille, ils ont trouvé deux autres pointes. Fait que là, ils avaient trouvé, contre toute entente, un premier site du paléo-indien récent dans la vallée de la Saint-François. Avant cette découverte-là, il n'y avait aucun indice du paléo-indien et du paléo-indien récent, qui est une tradition totalement différente du paléo-indien ancien. Le paléo-indien récent, comme il a été trouvé au site Gaudreau, c'est des petites pointes très bien taillées, étroites, les bords parallèles, la base droite, et c'est un type qu'on retrouve aussi dans l'Ouest américain. Donc c'est vraiment une importation, ou si vous voulez, l'indice d'une migration de groupes de l'Ouest qui vont rencontrer des groupes dans l'Est. Peut-être qu'il y a un mélange entre les deux, mais à un moment donné, nous, on va les appeler les planeaux de l'Est. Et donc, le site Gaudreau est une première découverte qui était fort intéressante, d'une part parce qu'elle comblait un vide, et de plus, le matériau, on se posait des questions parce que là, il avait trouvé à peu près 400-500 éclats, ce qui n'est pas beaucoup, mais tout était dans le même matériau. Donc, c'était un arrêt par quelques chasseurs qui n'avaient qu'une seule matière première, ou ils ont abandonné une seule matière première. C'est excessivement rare en préhistoire du Québec. Donc, les objets étaient diagnostiques de la culture plano, ou du paléo-indien récent. Et on se disait, s'il y en a un, il y en a deux. S'il y en a deux, il y en a plus. Et ce qui nous avait toujours intrigués, c'est le niveau des eaux. Quand le glacier fond et que les eaux sont très, très hautes, les eaux finissent par revenir à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a 10 000 ans, à quelle hauteur était la rivière Saint-François? Alors, on avait déjà une réponse, parce que le site n'avait pas l'air d'avoir été inondé à plusieurs reprises.
Donc, on avait un site paléo-indien récent, pouvant dater, mettons, entre 9000 et 10 000 ans, à 3-4 mètres au-dessus de la rivière Saint-François, au niveau du mois d'août. Alors, donc, c'était assez surprenant. On n'aurait jamais pensé ça. On aurait cherché une occupation aussi ancienne sur des terrasses plus élevées. Mais là, on avait un indice, une terrasse relativement basse, ce qui nous indiquait que le niveau de la rivière Saint-François avait baissé jusqu'au niveau probablement actuel. Ça, c'était une information importante pour nous. Mais, de fil en aiguille, on ne fait jamais rien pour rien, même si on ne le sait pas. Dans tout ce bénévolat ou cet effort charismatique d'Éric Graillon pour attirer des jeunes dans son camp d'archéologie, donc il a réussi avec un garçon dont les parents rêvaient d'être archéologues. Alors, il faut croire que les astres étaient bien alignés parce que le papa de ce garçon, qui a fait les 3 camps d'archéologie, 2010, 2011, 2012, était le secrétaire du comité du patrimoine de Bromptonville. Ça fait qu'il demande à Éric, il se présente, il donne son statut, puis il dit, est-ce que vous connaissez des sites dans la région de Bromptonville? Est-ce qu'il y en a des sites? Alors Éric répond, il n'y a personne qui est allé chercher des sites, mais ça serait intéressant, il y a un potentiel, parce qu'on est toujours le long de la Saint-François. Ça fait que M. Lompré, il lui dit, si je te trouve un petit peu de sous, tu vas-tu venir? Éric, il aime ça, faire de l'archéologie la fin de semaine. Il dit oui. Fait qu'il s'en va dans la région de Bromptonville en 2013. Et il y a un mandat bien précis dans les limites de l'ancienne municipalité de Bromptonville, parce qu'aujourd'hui, c'est un arrondissement de la ville de Sherbrooke. Donc, Bromptonville a été fusionné à Sherbrooke, et là, c'est l'arrondissement de Brompton. Alors, il trouve un premier site dans un champ labouré, pas beaucoup de potentiel, mais il continue à allonger la rivière. Et là, il arrive sur la propriété de la papetière Kruger. Là, il faut qu'il demande la permission à la Kruger. Il l'obtient. Et là, il va se préparer pour dîner sur une toute petite terrasse. Et puis, un de ses collègues bénévoles, aussi curieux qu'Éric, décide qu'il n'a pas encore faim. Alors, il monte sur la terrasse en haut. Il y avait une terrasse en haut. Et puis, il s'assoit, puis c'était du sable, et puis il trouvait ça intéressant. Et puis, il crie à Éric, je pense qu'il y a un potentiel en haut. Fait que là, il fait juste prendre sa truelle, et il creuse un petit peu, et puis il sort 2-3 éclats, dont un éclat de la même rhyolite trouvée au site Gaudreau à Whedon en 2010-2011. Fait que là, il se dit, ça se pourrait-tu? Fait que là, ils ne savaient pas, eux, qu'ils collationnaient sur un site sur la terrasse d'en bas. Fait qu'ils sont montés en haut tout de suite. Je ne sais pas s'ils ont pris le temps de dîner. Là, ils ont fait un arpentage, ils ont fait des sondages et ils ont trouvé le site qu'on appelle Kruger 2, qui est, au moment où on se parle, le site qu'on vient de terminer la fouille cet été. Donc, Éric a trouvé le site en 2013. Il a fait des sondages intensifs là, pour en connaître le potentiel. Puis moi, je me suis joint à lui en 2014. Donc, de 2014 à 2018, ensemble. Donc, un partenariat Musée de Sherbrooke et Université de Montréal. Donc, on a fouillé ce site, qui est assez petit, mais c'est un des sites les plus riches de tout le nord-est américain pour le paléo-indien récent. Donc, au moment où on se parle, on a à peu près 70 pointes de projectiles. Quand on en a 10, on est heureux. Nous, on en a 70. On a à peu près 80 forêts. Généralement, il y a moins de forêts que de pointes. Donc, on a utilisé beaucoup de forêts pour perforer. Là. Forêt en anglais, c'est drill, donc une perceuse à main, perceuse à bras. Et donc, c'est le projet en cours que je fais en tant que retraité, mais retraité actif, parce que lorsqu'on prend sa retraite à l'université, on a la possibilité de demander le statut de professeur associé. Parce que, par exemple, quand moi j'ai pris ma retraite, j'avais encore 3 étudiants qui n'avaient pas complété leur maîtrise. Fait qu'en étant professeur associé, tu as le droit de continuer à diriger des mémoires et des thèses, ainsi que des travaux pratiques. Donc, c'est avec ce statut que j'ai pu faire ces recherches-là là, qui sont en cours. Et puis, et c'est pas terminé.
Parce qu'en 1998, Eric a sondé un tout petit site à East Angus. Et puis là, on a l'impression que c'est une autre occupation du paléo-indien récent. Donc, l'été prochain, il faut toujours se trouver des choses à faire, hein, et rester actif. Donc, l'été prochain, pour 2 semaines, on prévoit aller vérifier une hypothèse que tout petit site qu'il avait trouvé en 98 est un site vieux de 10 000 ans qui appartient à ce même groupe qui s'est promené le long de la Saint-François. Et donc, on va avoir une réponse avant la fin du mois d'août 2019. Et on verra à ce moment-là si il y a lieu de faire une fouille plus extensive ou si ce qu'on va être capable de réaliser en 2 semaines va être suffisant pour, probablement pas pour écrire un livre, mais au moins pour publier les résultats dans une revue et inciter Eric à continuer à chercher d'autres sites pour m'occuper. Mais je vois venir le moment où je vais dire c'est fini les terrains pour Claude Chapdelaine, mais pour l'instant, ça me tient occupé, ça me force à rester le plus actif, mais je sais que quand je fouillerai plus, je vais pouvoir continuer à produire en termes d'analyse, de réanalyse, de comparaison. Donc, c'est un travail qui n'est jamais terminé et c'est pour ça que il faut essayer de durer, tout en essayant de rester au niveau de ses pairs. C'est toujours un autre défi. Alors, au bout de tout ce chemin, où je ne veux pas le quitter, hein, dans les faits, je veux être actif le plus longtemps possible, jusqu'au moment où personne n'aura besoin de me le dire, j'espère, mais Chapdelaine, tu radotes, tu devrais laisser la place aux autres. Donc, j'ai déjà commencé à laisser ma place dans plusieurs sphères, mais au niveau de la publication, je me sens encore à l'aise, donc je vais continuer, pas pour continuer, mais parce que j'ai des choses à dire, puis je travaille surtout, moi, au niveau des archives. Donc, on fouille, c'est bien, mais il faut les décrire, les interpréter un peu et les rendre disponibles. Donc, présentement, je pense qu'on est peut-être dans le dernier cycle, peut-être un dernier cycle de 20 ans avec le papier. Et donc, beaucoup de chercheurs se posent la question sur justement le sens de la publication. Parce qu'il y a un côté élitique dans la publication. Il y en a qui veulent publier, mais qui n'ont pas le temps de publier. Personne ne leur donne des sous pour se consacrer à la publication. Tu fais un ouvrage scientifique, tu peux tout mettre sur du numérique. Donc, le numérique va finir par remplacer le papier. Il y a l'accès libre aussi, qui est présentement une certaine forme de fumisterie, si je me permets, parce que moi, quand je lis Open Access, je pense que c'est ouvert. Hein? Open, ça veut dire ouvert, mais il faut que tu paies tout le temps, tout le temps. J'ai même, moi, publié un article dans une revue où je n'étais pas membre, et puis j'ai jamais reçu un tiré à part. On m'a dit que j'avais juste à acheter mon article que j'ai moi-même fait à la sueur de mon front, et c'était 34,95 US, plus je ne sais pas trop quoi. Alors qu'un transfert, on le sait aujourd'hui, le transfert d'un document PDF, ça prend quelques secondes et tout le monde est heureux. Alors, donc je pense que ça, dans ce qu'on peut appeler l'avenir de l'archéologie, l'avenir des sciences humaines, l'avenir en général, je n'ai pas suffisamment réfléchi pour dire que ce qui s'en vient va être bien, va être meilleur, mais on veut un accès plus facile, mais il y a toujours des moyens pour acquérir. Par exemple, acquérir des connaissances. Par exemple, suivre un cours à l'université, au cégep ou éducation aux adultes, ben, c'est de te lever, de te déplacer, d'aller t'asseoir, d'avoir un crayon ou un ordinateur, de prendre des notes, d'écouter, de te faire stimuler par une personne qui va te donner de l'information. Donc, c'est un concept qui est peut-être de plus en plus vieillot quand on sait que
Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent l'école avant de terminer leurs études, soit secondaires, soit collégiales ou universitaires. Donc, dans l'avenir de l'archéologie au Québec, je pense que cette question là, des publications là, qui a peut-être marqué un peu ma carrière, là, ce besoin de publier pour conserver ces archives. Aujourd'hui, la plupart des livres sont archivés sous la forme numérique. Et puis, le papier va disparaître des bibliothèques. Je sais qu'à l'Université de Montréal, on achète de moins en moins de revues papier. On achète les revues sous forme électronique. Alors, donc, cette question-là m'interpelle un peu, mais je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de suggestion. Je suis comme un chercheur un peu conservateur, presque d'une autre époque, qui veut que ce système se perpétue encore un peu. Mais d'ici quelques années, les archéologues et les autres chercheurs dans les disciplines connexes vont distribuer des DVD. Ça va coûter $1 ou bien simplement mettre sur un serveur sa nouvelle publication. Mais il y a toute la question d'être jugé par ses pairs, question de promotion. Ce que tu publies dans telle revue a plus de valeur que ce que tu publies dans une revue où il n'y a pas de comité de lecture, etc. Mais c'est un produit qui peut être tout à fait comparable, mais c'est toujours une question de prestige. Alors, il y en a qui voient un certain carriérisme de vouloir toujours publier. Mais quelque part, quand tu es actif et que tu produis de l'information. C'est une des voies que moi j'ai privilégiées, mais il va y en avoir d'autres dans l'avenir. Donc, sur l'avenir de l'archéologie, moi, je suis un éternel optimiste. Et puis, donc, un de mes souhaits, sans m'avoir senti un imposteur pendant 40 ans, c'est ce qui me ferait énormément plaisir, c'est un intérêt plus prononcé au cours des prochaines décennies de la part des Autochtones, par exemple pour les études iroquoiennes, de pouvoir travailler ou de collaborer avec des archéologues d'origine iroquoienne serait, je pense, souhaité. C'est simplement qu'il faut comprendre que durant tout le 20e siècle, on a essayé d'intéresser les Premières Nations à notre système à nous, qui ne correspondait absolument pas à leur système de transmission du savoir. Alors, on les a forcés à aller à l'école, etc. Alors, donc, c'est ce qui a créé comme une sorte d'incompréhension et une difficulté chez les peuples autochtones à vouloir poursuivre des études plus avancées, en se rendant compte que, par exemple, l'archéologie exige du pratiquant d'avoir un certain nombre de connaissances pour avoir le droit de pratiquer cette activité, parce qu'il faut savoir qu'un archéologue, lorsqu'il obtient un permis archéologique, ce permis-là lui donne le droit de détruire le site. Parce que imaginez un espace de 100 mètres carrés et vous en fouillez 5 mètres carrés. Bien, vous venez de détruire 5 mètres carrés, donc 5% du site. Là. Parce qu'une fois que c'est fouillé, on ne peut plus le refouiller. Vous avez sorti du sol les informations, il ne reste plus rien. Mais il reste 95 mètres carrés ou 95% du site. Donc, pour avoir le droit de fouiller, donc de détruire pour obtenir de l'information, il faut être qualifié. Donc, il faut avoir un minimum de qualification. Donc, présentement, il y a ce qu'on appelle une archéologie collaborative, où on veut intégrer au maximum les communautés autochtones. Moi, je n'ai pas réussi dans la région de Saint-Anicette, même si la volonté était là des deux côtés. Donc, moi, dès 2010, j'ai rencontré le grand chef d'Akwesasne, donc la réserve Mohawk la plus près de Saint-Anicette. Et puis, il a été très enthousiaste. Il a apprécié aussi que j'aille me présenter pour leur dire que je commençais des fouilles et que j'étais prêt à collaborer avec eux. Et celle qui était en charge du volet culturel
avait déjà travaillé avec des archéologues anglophones et elle m'a approché tout de suite en me demandant est-ce que ce serait possible d'accueillir des étudiants Mohawks. Moi, j'ai dit oui, aucun problème. Mais la question, c'est toujours une question de langue, question de trouver la bonne formule. Donc, il n'y a jamais eu d'étudiants Mohawks qui se sont greffés à nos écoles de fouilles, même si on était totalement ouvert. On a eu à l'occasion des visites d'une journée ou deux, mais donc j'espère que dans le futur, ça va se concrétiser et que ailleurs aussi, partout au Québec, les Premières Nations vont jouer un rôle encore plus important dans ce qu'on appelle la démarche archéologique. Ça fonctionne très bien chez les CRI. Il y a 2 archéologues non CRI qui travaillent depuis très longtemps et qui sont intégrés et répondent aux besoins de la communauté, des communautés CRI de la baie James. La même chose avec l'Institut Avatak pour l'Arctique. Alors, donc, il y a eu des tentatives avec le Conseil Atikamekw-Montagnais dans les années 90. Là, présentement, c'est arrêté, mais ça ne veut pas dire que ça ne reprendra pas. Il y a un renouveau aussi à Odanak, donc avec la nation Abénaquise. Donc, ils ont une archéologue, Geneviève Trévaux. Donc, je pense que tout ça annonce que de bonnes choses pour le futur. Et puis, donc, sur le plan juste de la discipline archéologique, je vais vous montrer un dernier livre publié en anglais, donc Contact in the 16th Century. Donc, il y a une belle histoire derrière ce livre-là, mais surtout un appel pour le futur, parce que le 16e siècle, c'est le seul siècle où des archéologues travaillant sur la période préhistorique et des archéologues travaillant sur la période historique peuvent se rencontrer et dialoguer puis essayer d'apprendre les uns des autres. Parce que c'est le seul siècle où il y a toujours des Autochtones à peu près partout au Québec et où les Européens arrivent et s'installent de façon temporaire. Alors, c'est une demande d'un collègue, Réginald Auger, qui organisait en 2014 un gros congrès américain qui s'appelle Society for Historical Archaeology, qui me dit « Claude, tu devrais organiser une session puis réunir des archéologues historiques et préhistoriques. » Fait que j'ai dit « Pourquoi pas? » Alors, je me suis mis à la tâche et j'ai contacté mon collègue Brad Lowen, qui travaillait, lui, sur les Basques. Mais quand tu travailles sur les Basques, tu n'as pas besoin des Iroquoiens. Mais si tu trouves un tesson iroquoien sur un site basque, tu te poses des questions, mais c'est juste un tesson. Donc, l'archéologue préhistorien ou l'archéologue spécialisé sur les Amérindiens, il peut attendre. Alors, donc, c'est un peu ça, ce travail-là, ça a été d'harmoniser un peu des attentes et des préhistoriens qui travaillent sur le 16e siècle et des historiens, archéologues, qui travaillent sur les 16e, 17e et 18e siècles. Et je fais intervenir ce livre-là par rapport au vécu de l'archéologie québécoise et aussi à l'avenir de l'archéologie. C'est que ce livre-là est un genre de clin d'œil, parce que jusqu'à ce colloque et la publication de cet ouvrage, on vivait, et on la vit encore, une certaine dichotomie, une sorte de mur où sur un site préhistorique, ça appartient aux préhistoriens, puis un site historique appartient aux archéologues de la période historique, et que tout ce clivage-là a fait en sorte que les rares fois où les deux ont eu à mettre l'épaule à la roue, ça a fonctionné d'une façon un peu particulière, comme si quand une couche est terminée, c'est un autre spécialiste qui est... Donc, aucune vision de ce qu'on appelle le contact. Donc, le contact débute avec Jacques Cartier, peut-être même avant, et il va continuer selon les régions jusqu'au 18e siècle. Donc, il faut que les archéologues arrêtent de se cloisonner et de diviser la préhistoire et l'histoire, ou la paléohistoire et l'histoire, et de trouver des façons d'instaurer un milieu de collaboration beaucoup plus intense, beaucoup plus soutenu entre ceux qui sont spécialisés sur la culture matérielle autochtone et ceux qui sont spécialisés sur la culture européenne. Et donc cet ouvrage-là, publié en 2016
aux presses de l'Université d'Ottawa en lien avec le musée de la civilisation à Gatineau. Donc, est un exemple qu'il faut se parler et il faut continuer à se parler. Et que ça, c'est un de mes souhaits dans le futur. Parce que nous, au département d'anthropologie, on est présentement le seul département d'anthropologie au Québec à enseigner à la fois l'archéologie historique et l'archéologie préhistorique. Et on incite nos étudiants à faire un stage pratique en archéologie préhistorique et un stage en archéologie historique. On veut qu'ils s'outillent pour l'avenir. Mais si l'avenir est fermé par ce cloisonnement ou ce genre de juridiction qui, d'après moi, est malsaine, qui nous empêche d'aller plus loin, à ce moment-là, l'avenir sera moins... le ciel sera moins bleu. T'sais. Et peut-être le dernier point que j'aimerais porter à l'attention des auditeurs, c'est l'exigence de l'archéologie sur le plan de la formation et sur aussi le plan d'une intégration de l'archéologie à la réalité politique dans laquelle on vit. Alors souvent, lorsqu'on est un chercheur, puis on devient spécialisé avec un doctorat, on pense que tout nous est dû, que ce qu'on fait est très important et que ça a de l'importance que pour la science. Moi, ce que j'essaie de dire aux étudiants, chaque geste que tu poses, chaque décision que tu fais a une incidence politique, peut avoir une incidence économique et bien sûr, toi, tu veux qu'elle ait une importance scientifique. Mais on ne peut plus aujourd'hui s'imaginer dans une tour d'ivoire de penser qu'on peut vivre en retrait de la société. Et donc, si je reviens à la formation, devenir archéologue aujourd'hui, c'est... Je ne peux pas dire que c'est 10 fois plus compliqué, mais je dirais facilement que c'est 10 fois plus exigeant que quand moi j'ai commencé au début des années 70. Donc je dirais qu'à l'époque, c'était juste d'avoir de l'intérêt pour l'archéologie, parce que tout le monde commençait. L'archéologie au Québec est une discipline quand même assez récente, donc dans les années 60, il y en a quelques individus qui pratiquent l'archéologie. Ça devient une discipline universitaire dans les années 70. Ça se consolide dans les années 80-90. Mais donc aujourd'hui, on est rendu en 2018. Moi, j'ai vécu tous ces changements-là. Par exemple, en achetant un ordinateur Apple en mai 1985, je devenais dans mon département un spécialiste des ordinateurs personnels. Et là, tout de suite, je leur ai dit, je suis spécialiste de rien et j'essaie d'être un bon utilisateur. Mais c'était nouveau. Après ça, il y a eu Internet, tous les systèmes informatiques, des plateformes comme Studium. Il y en a eu d'autres là, pour intégrer les étudiants et l'enseignement à toute cette guerre ou cette course à la technologie qui fait que moi, j'aime bien les farces où on dit j'ai fait une découverte, mon pouce est capable de tourner une page. Tu sais. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, puis personne ne lit. Tu sais. C'est pour ça qu'on ne peut pas publier 1000 exemplaires. Déjà à 300, je rêve qu'il y a 300 copies qui se vendent, mais qu'il y ait quelques milliers de lecteurs. Mais même nos étudiants qui s'intéressent à l'archéologie, on a de la difficulté aujourd'hui à leur faire lire des articles, encore moins des livres. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on met un livre comme lecture obligatoire, il faut préciser le chapitre et des fois la sous-section pour être sûr que l'étudiant va aller lire cette partie-là. Donc, des outils qui étaient tout simples, mais qu'on glorifiait dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, c'est en train de perdre de la valeur. Et donc, tout le monde veut les PDF. Moi, depuis 10 ans, je fournis mes étudiants en PDF là, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Et puis, les PDF, on les fait. Puis, on veut qu'ils lisent. Donc, on leur donne cette matière-là un peu toute cuite dans le bec. Alors qu'avant, on me disait quel thème tu veux aborder. Bon, ben, je veux aborder la sédentarisation des Iroquois. D'accord. Alors, va à la bibliothèque puis trouve-toi des sources. T'sais.
Là, aujourd'hui, les étudiants, ils t'écrivent par courriel. C'est quoi tes principales sources pour aborder la sédentarisation des Iroquois? Fait que là, moi, je joue leur jeu parce que je ne suis pas pour commencer à essayer de leur faire changer toutes leurs habitudes. Fait que là, je leur donne la référence d'un article que j'ai écrit en 1993 sur ce sujet-là. C'est probablement pour ça qu'ils m'ont contacté, pour savoir si j'avais un PDF de cet article-là. Puis là, je leur réponds que, bon, là, je leur envoie le PDF, mais là, je leur réponds, ça, c'est 1993, puis là, tu es en 2015. Là, il faut que tu regardes ce qui s'est passé entre 93 et 2015. Fais pas en 2015 un travail basé sur un article publié en 93. Tu es un peu en arrière, tu es en retard. Il s'est passé des choses depuis ce temps-là. Là. Donc, c'est une archéologie de plus en plus passionnante, de plus en plus exigeante. Par exemple, cette année, pour le projet en cours, là, en Estrie, là, à Brompton, sur le site Kruger, j'ai rencontré une postdoctorante française, Adelphine Bonneau, tout à fait par hasard. On avait déjà jasé une couple de reprises, puis je savais qu'elle était spécialiste du carbone 14. Et j'avais des os. Pour une première fois sur le site exceptionnel de Kruger, on a des os qui peuvent dater de 10 000 ans. Fait que je lui dis à Delphine, c'est triste, hein, j'ai des os, mais on les fait plus dater parce que les dates sont jamais bonnes avec les os. Fait que là, elle me dit, ah, avec une collègue américaine, on est en train de développer un protocole où on va soutirer de l'apatite de l'os des carbonates de calcium. Et ça devrait donner de meilleures dates. Fait que là, je dis, c'est fantastique. Je peux payer les dates, mais je ne peux pas payer rien d'autre. Là, parce que chaque date coûtait à peu près, en principe, 400 $ la date. Mais j'avais des os qui étaient de bonne qualité, des os de castor, tout blanchis. Fait qu'elle a fait tout le travail comme un projet en à côté de son projet de postdoc. Et on a obtenu 4 dates. On en attend 2. Puis il y en a une qui donne à peu près 9000, 9500. Donc, il se rapproche de l'âge qu'on estime, parce que 10 000 ans, c'est une estimation. Là. Tant qu'on n'a pas d'autres preuves, c'est juste une estimation. Donc, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, c'est toujours en train de s'améliorer, si on veut. Mais il faut rester à l'affût. Il faut surtout rester humble on peut produire de l'information, mais on ne pourra jamais produire toute l'information que l'archéologie scientifique est là pour tester toujours l'improbable, le difficile, l'inconnu. Comme par exemple, mon collègue Adrien Burke travaille depuis plusieurs années maintenant à essayer de trouver la source de cette fameuse rhyolite qu'on a trouvée en 2010-2011 au site Gaudreau à Whedon. Il cherche encore. Un jour, par accident, il va trouver une réponse. Ça va nous permettre d'orienter notre recherche. Donc, c'est dans ce sens-là que l'archéologie au Québec a un avenir que je qualifierais d'exceptionnel, parce qu'il y a encore des milliers de choses à trouver. On n'avait rien sur le paléo-indien dans la vallée de Saint-François, et on a 4 sites au moment où on se parle, et ça fait... ce n'est que le début. Donc, je terminerai en disant « Vive l'archéologie ».